Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la rencontre gouvernement togolais, cœur diplomatique, le sujet évoqué, l'attaque du 23 novembre dernier dirigée contre les forces de sécurité sous le sceau de Taïga, la Révolution. C'est reparti pour les 4 prochaines années. Le système des Nations Unies va encore accompagner le Togo sur ses priorités de développement. Les deux parties se sont accordées sur un nouveau cadre de coopération. Singarik 2019, la fête samedi à Pagoda, la moisson a été bonne, les dieux ont été célébrés, nous serons sur place à Pagoda. Et puis retour aussi à Covier, hier c'était le 22e pèlerinage, ils étaient nombreux, ces fidèles catholiques, à prendre la route de l'espérance. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. L'affaire continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce lundi encore, le corps diplomatique est officiellement informé de l'attaque dirigée contre les forces de sécurité. C'était dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier. Les échanges avec le gouvernement, le compte rendu sur l'âge amendé, Carmen Madji Akapo. Le gouvernement fait le point des événements survenus dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier dans les villes de Lomé et Sokodé. Image à l'appui, les membres du corps diplomatique se sont imprégnés de la situation. Selon le ministre en charge de la sécurité Yark Damram, les principaux auteurs de ces attaques appartiennent à un groupe organisé dénommé Taïga Révolution. Le 23 novembre 2019, un mouvement appelé Tigre de la Révolution a tenté de déstabiliser les institutions de la République. Ils se sont attaqués aux forces de l'ordre qui étaient de service, récupéré leur armement au niveau d'Agoué, échangeurs, molester, poignarder ces agents des forces de sécurité et s'attaquer au commissariat de police du 7e, c'est-à-dire le commissariat d'Agoué-Nivé. Il faut créer une insurrection armée. Les cerveaux de ce mouvement sont à l'extérieur. Et lorsque certains interpellés dans leur déposition dit, quand ils ont demandé qu'on leur trouve les armes, ceux-là qui sont à l'extérieur leur ont dit non. Pour avoir les armes, utiliser les armes blanches pour avoir les armes de guerre. Donc au total, ce jour du 23, au niveau de Lomé, il y a 5 AK-47 qui ont été prises des gendarmes. À Sokodé, une AK-47 a été également prise d'un des gendarmes qui était de service à la station Total. Heureusement, on a un citoyen retrouvé une AK-47 dans le quartier d'Agoué qui l'a ramené à la police. Donc aujourd'hui, nous avons 5 AK-47 qui sont dans la nature, c'est-à-dire 4 à Lomé et une au niveau de Sokodé. La police a procédé à des perquisitions qui ont permis de retrouver plusieurs objets compromettants, notamment des armes blanches, des talismans et des déclarations en arabe, entre autres. Le gouvernement rassure donc que toutes les dispositions seront prises pour la protection des populations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 28 personnes qui ont été interpellées. Et les portables de ces soi-disant tigres de la révolution continuent par parler. On a en train aussi bien le réseau est un peu large. Les portables sont en train de nous aider aussi à élargir les interpellations. Donc tous ces objets vont être mis sous scellé, transférés au niveau de la justice. Ces objets vont accompagner les personnes interpellées pour que la justice s'exprime. Je voulais dire à nos compatriotes d'être très vigilants avec les réseaux sociaux. Il y a certains qui pensent que c'est par la violence qu'ils pourront faire quelque chose. Le gouvernement ne va pas lésiner sur les moyens. Nous vivons au jour le jour ce qui se passe dans les pays du Sahel. Si des gens ont cette intention, je dis encore une fois, ils ne vont pas aller loin. Les diplomates, à présent à cette rencontre, ont fait des propositions au gouvernement sur les mesures à prendre pour garantir la sécurité et éviter que le Togo soit la cible des groupes d'extrémisme violent. Ça continue ici aussi la coopération entre le gouvernement et le système des Nations Unies au Togo. Les deux parties viennent de s'accorder sur un nouveau cadre de coopération. Ça concerne notamment les 4 prochaines années. La cérémonie de signature, les précisions de Carmen Madji Akapo. Le système des Nations Unies renforce sa coopération avec le Togo pour les 5 prochaines années. Un nouveau cadre de coopération vient de naître. Il va couvrir la période 2019-2023.
Les différentes agences du système des Nations Unies présentes au Togo donnent ici leur approbation pour sa réalisation. Environ 72 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour faciliter l'accès à un cadre de vie décent aux populations, améliorer l'employabilité des femmes et des jeunes et contribuer au renforcement des capacités des institutions publiques. Nous voudrions vous réaffirmer notre engagement à travailler en coopération avec vous. Et cette coopération qui est une relation de complémentarité, de gagnant-gagnant, va nous amener à travailler autrement qu'avant. Le document lui-même est un document vivant. On le signe aujourd'hui avec un contenu qui peut changer selon aussi les besoins et les priorités émergentes dans le pays. Et c'est pour ça que nous avons des mécanismes de revue annuels qui nous permettent de pouvoir apporter des ajustements quand cela est nécessaire. Le Togo affiche de grandes ambitions et selon le ministre de la Planification et du Développement, c'est un cadre de plus pour accélérer les réalisations des objectifs de développement durable de façon inclusive. Au-delà des thématiques et des axes d'intervention retenus, la grande nouveauté qu'apporte le cadre de coopération se situe au niveau de l'approche commune et coordonnée adoptée par les fonds et les programmes du système des Nations Unies en appui à la réalisation de l'objectif commun. Je suis donc convaincu que la mise en œuvre de ce cadre de coopération se traduira par une rationalisation et une mise en commun des ressources humaines, techniques et financières du système des Nations Unies pour les 5 prochaines années. Le cadre de coopération 2019-2023 a été élaboré de manière participative et concertée avec le gouvernement togolais et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de développement durable au Togo. Et voilà, un nouveau cadre donc défini pour les 5 prochaines années entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies. Que faut-il exactement savoir des techniques et outils en planification et en suivi-évaluation? Une rencontre a lieu à Lomé depuis ce lundi sur le sujet à l'initiative le 9PP. À l'ouverture des travaux, on a beaucoup parlé de performance. Les précisions, Edwige Atakwa-Bassabi, Honoré Majoro. Les délégués de 11 pays membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, réunis ici à Lomé, renforcent leur capacité en planification et suivi-évaluation des projets et programmes de leurs institutions. Cette session est motivée par le besoin d'harmoniser les outils de planification, de suivi-évaluation et des indicateurs de performance des entreprises. Si vous préparez, que vous exécutez, vous devez d'abord vous soucier des résultats attendus. Est-ce que vous êtes en train de les obtenir? Donc le suivi-évaluation dans une activité de planification est un élément très important qui permet de s'assurer que les objectifs qui ont été planifiés, les activités qui sont en train d'être déroulées permettent d'atteindre ces objectifs. Et si tel n'est pas le cas, de quelle manière on peut apporter des mesures correctives et ajuster le plan pour permettre d'aller de l'avant. C'est dans un souci d'améliorer la qualification du personnel, de renforcer justement leur compréhension des phénomènes. La rencontre de Lomé s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation adopté par les membres du réseau en juin dernier à l'occasion de leur assemblée générale tenue à Ouagadougou. 4 modules vont être débattus au cours de ces assises. Le module 1 est intitulé « Concevoir, mettre en place et animer un système de suivi-évaluation », choisir ce que l'on doit suivre et évaluer, collecter, analyser et gérer l'information sur la performance, puis le module 4 qui va faire une revue des méthodes et outils en matière de suivi-évaluation. Tous ces éléments-là visent à répondre en fait ultimement aux enjeux de l'émergence d'un capital humain à la hauteur des ambitions des politiques publiques affichées. Le secrétaire général du ministère de la formation technique et de l'insertion professionnelle a souligné l'importance du rôle des planificateurs et des responsables de suivi-évaluation dans la réussite des projets et programmes des structures de développement. Il les a appelés à s'approprier les leçons de la présente formation.
Le phénomène est planétaire. Le monde entier se ligue donc contre la corruption en ce 9 décembre. Au Togo, c'est la 16e édition. Institutions, sociétés civiles, toutes en lutte contre ce fléau, se sont retrouvées dans une conférence débat ce lundi. Des échanges. Ce qu'il faut en retenir, eh bien, c'est avec Clarisse Atticlé. La corruption et ses nombreuses conséquences sur l'économie des pays retiennent l'attention de la communauté internationale. Ce 9 décembre, date de la commémoration de la journée consacrée à la lutte contre ce fléau, le Togo dresse le bilan des actions menées. L'une de ces actions est la mise en place de l'autorité de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées à PUCIA, qui a déjà à son actif plusieurs activités. Notre première activité phare, c'est la campagne nationale de sensibilisation qui a été lancée le 13 septembre 2018 par le Premier ministre et représentant le chef de l'État. Titre de la prévention, c'est ce que nous avons pu faire. Nous avons également élaboré la loi cadre sur la prévention, la lutte contre la corruption qui est actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Sans oublier le plan stratégique de la haute autorité qui a été validé le 7 février de l'année en cours. Le Togo a été félicité par les partenaires pour ses efforts dans la lutte contre la corruption. Et la dernière en date est l'obligation de la déclaration du patrimoine, une mesure essentielle dans la prévention de l'enrichissement illicite des serviteurs de l'État. Nous avons aussi élaboré, proposé des textes au gouvernement, notamment le texte sur la déclaration du patrimoine qui évolue maintenant, qui a été heureusement adopté en Conseil des ministres, c'était le 28 novembre dernier. Le 12 décembre prochain, ensemble avec le ministère de la fonction publique, nous allons adopter le code d'éthique de déontologie de tous les agents de l'État. La corruption fait perdre en effet à l'État plusieurs centaines de milliards. Elle se caractérise par des rétrocommissions, des surfacturations, des détournements de fonds dans les organes de l'État, des crimes financiers qui sapent la bonne gouvernance et l'enracinement de la démocratie. À plus, avait-on faire un combat perpétuel avec le concours de tous. Et vous avez à rédiger des rapports sur les droits de l'homme, rapports dits initiaux et périodiques comme le Togo en présente. Eh bien, il faut maîtriser certaines techniques, une certaine façon de faire. La commission interministérielle chargée justement de rédiger ces rapports est à l'école depuis ce matin des bonnes méthodes. La session est ouverte pour 3 jours. Innocentia Nyama et Kouissala. Ce sont les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme. Ils ont pour mission de collecter, centraliser, stocker et archiver des données en vue de l'élaboration des rapports initiaux et périodiques. Le travail demande une mise à jour régulière des connaissances, d'où cette formation pour leur permettre de s'outiller sur les techniques de rédaction des différents types de rapports. C'est des orientations que le comité donne aux États parties pour que, quand l'État partie va se décider de faire son rapport, il va essayer de suivre ces orientations, il va essayer de ne pas dépasser un nombre de pages, il va essayer d'être bref lorsqu'il présente les choses, il va essayer de donner l'essentiel lorsqu'il présente des choses, notamment il va présenter le cadre juridique, le cadre institutionnel, et après il va se baser sur certaines questions pratiques. Les participants vont arriver à l'issue de cette formation à avoir une certaine connaissance par rapport à ces techniques-là. Depuis la création de cette commission en 1997, les membres n'ont été formés qu'une seule fois. Cette remise à niveau devra les stimuler davantage dans la tenue de leur cahier de charge. La commission est composée des représentants des ministères. Donc, il y a renouvellement des membres de la commission. Chaque ministère désigne donc un membre qui vient siéger au niveau de la commission. Pour également renouveler les nouvelles têtes qui sont donc entrées au niveau de la commission interministérielle. C'est la raison pour laquelle le ministère a jugé opportun, sinon nécessaire, de former l'ensemble de cette commission pour que cette commission soit suffisamment outillée pour faire le travail qui est attendu d'elle.
Le ministère en charge des droits de l'homme est soutenu dans cette initiative par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissariat des droits de l'homme, HCDH. Dans l'actualité ce lundi, on note aussi le lancement du registre social unique, le RSU. C'est un projet du gouvernement relayé sur le terrain par ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. En quoi consiste exactement ce registre social unique? Eh bien, voici les explications avec Arnaud Kidifou. Le registre social unique RSU est un système d'information composé d'une base de données recueillant les profils et les caractéristiques socio-économiques et démographiques des ménages les plus pauvres. En se dotant du registre social unique, le Togo veut asseoir un système de gestion cohérent des politiques sociales. Il sera conçu de façon participative pour déterminer les vrais bénéficiaires. Au moment venu, les gens n'ont qu'à se faire enregistrer sans arrière-pensée. C'est très important qu'au moment venu, les communautés, les ménages, une fois informés, se mobilisent pour se faire recenser sans donner autre interprétation politique, religieuse ou quoi à la chose. Donc il faudra que chacun à son niveau joue son rôle. La chefferie traditionnelle informe tous les quartiers, tous les membres, tous les ménages de son village pour que les gens se fassent enregistrer. Le registre social unique va faciliter le travail des entités des programmes de protection sociale comme les transferts monétiques, les subventions aux indigents et la couverture maladie. De façon coordonnée, les interventions sociales de l'État seront plus efficaces. Avec l'utilisation des données du RSU, ça permet une meilleure visibilité des actions de l'État, ça permet une efficacité et une efficience d'ailleurs des interventions, des actions de l'État et de ses partenaires. Parce qu'en ce moment, on sait qui donne quoi, à qui et où. Et chacun ne pourra pas aller de sa manière et ça fait qu'il n'y a pas une lisibilité et les efforts du gouvernement et de ses partenaires sont éparpillés, sont dilués, c'est pas visible. Et même avec l'utilisation des données du RSU, on va éviter non seulement les doublons, les doubles emplois, mais aussi les fraudes. Avec le registre social unique, le Togo veut aller plus loin dans l'inclusion et la protection sociale et s'inscrit dans la durée. Le RSU est un outil qui arrive à point nommé parce que, comme vous le savez, en fait, le gouvernement a mené en fait une politique sociale pendant les 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites en fait dans le cadre en fait d'un programme social. Après le programme social, il va falloir les pérenniser, il va falloir les consolider. Et pour le faire, sans le RSU, le registre social unique, c'est très compliqué de pouvoir continuer certains programmes sociaux. Donc pour pouvoir en fait pérenniser un programme social, il faut pouvoir distinguer, savoir en fait est-ce que tous ceux qui bénéficient des programmes sont forcément des nécessiteux ou pas. Et pour garder une continuité dans les programmes sociaux, il faut avoir des outils fiables pour pouvoir identifier les ménages les plus pauvres en fait du pays. L'opérationnalisation du RSU permettra également de rendre plus visibles les prestations sociales de l'État en rassurant les partenaires sur la traçabilité des financements. Ce qui concerne l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, nous avons 2 grands projets qui sont cofinancés par le gouvernement togolais et la Banque mondiale. Je veux parler du projet de filets sociaux services de base FSB. Je veux parler du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. Nous avons 3 composantes qui vont directement aux populations. La première composante, c'est les cantines scolaires. Mais quand je prends les transferts monétaires, c'est-à-dire l'appui financier que le gouvernement avec la Banque mondiale donne à ces ménages vulnérables dans les villages où nous intervenons, nous avons eu beaucoup de problèmes pour accéder, pour identifier, pour reconnaître les pauvres dans ces villages. La sensibilisation va couvrir les 5 régions économiques du Togo et Lomé pour mettre tous les acteurs à contribution pour la mise en œuvre effective du registre social unique. Le saviez-vous, de l'Université de Lomé, on peut impacter le monde entier. Illustration, ce prix sud de la recherche innovante de la chaîne UNESCO. Des 3 lauréats, il y a bien sûr un Togolais de l'Université de Lomé. Reportage d'Edwige Atapa Bassabi avec Sodia Mendipo. Docteur
Issa Abdou et Abdoulaye Ouedraogo des universités Norbert Zongo et Joseph Kizerbo de Burkina Faso et le professeur Pali de l'université de Lomé, reconnus pour le mérite de leur recherche. Ils sont les lauréats de l'appel à projet international du prix Sud de la recherche innovante de la chaire de l'UNESCO. Ce trio de chercheurs a travaillé sur le projet Défi partagé du développement, savoir, comprendre et agir. Dans le cadre de ce projet, nous voulons interroger sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat des jeunes, à leur employabilité, à leur trajectoire de formation et au système éducatif et au système d'information et d'orientation de ces deux pays. Il y aura donc une phase d'enquête de terrain et c'est là justement l'objet donc de la soumission de la réponse à cet appel. C'est pour que nous puissions financer la phase pratique, la phase enquête donc, de ce programme de recherche afin d'avoir des données empiriques. Le prix Sud de la recherche innovante de la chaire UNESCO est à sa première édition et entend valoriser les écrits scientifiques des chercheurs de l'espace francophone. Nous sommes cultivés dans une langue et nous avons beaucoup de mal à pouvoir valoriser nos écrits scientifiques dans cette langue. Or, cette langue, cette pensée francophone plurielle, ont besoin d'être représentée dans les instances auprès des bailleurs. La chaire UNESCO, avec les 6 partenaires fondateurs, nous nous connaissions bien, nous savions que nous avions des équipes très valables et nous avons décidé de créer cette chaire et ce prix pour justement faire ressortir et valoriser une recherche francophone pertinente. Pour l'Université de Lomé, le projet devra renforcer le plan de développement du système productif mis en œuvre au Togo à travers le PND. L'initiative est soutenue par le Conseil scientifique de la chaire UNESCO, l'Institut de recherche pour le développement et l'Agence française de développement. Dans le reste de l'actualité, on fait la fête d'élection Pagoуда. Les populations ont célébré là-bas ce samedi Singaring, la fête traditionnelle. Les grands moments, c'est avec Nestor Moujou et notre bureau à Kara. Singaring, rendez-vous annuel des filles et fils de la Bina, autour des valeurs ancestrales qui les identifient. Cette communion populaire est à sa 33e édition. Singaring revêt un double sens. La fête a d'abord une dimension initiatique. Ensuite, elle constitue un moment privilégié pour les natifs de la Bina de rendre grâce à Dieu pour la moisson. Fête d'initiation des populations de la Bina, Singaring étymologiquement vient d'un couple de verbes. Sango qui veut dire se laver les mains, se purifier, et Karo qui signifie être prêt à affronter les épreuves de la vie. Ainsi, cette initiation est une véritable école pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans où les valeurs identitaires et morales leur sont inculquées pour développer leur schéma intellectuel. C'est également l'occasion de célébrer la nouvelle récolte marquée par la dégustation des fruits de la moisson dans une ambiance festive où danses et boissons sont au rendez-vous, montrant ainsi les différentes facettes du patrimoine culturel de la préfecture de la Bina. La Bina est composée de 9 cantons. Tous regorgent de riches chants et danses. Chaque canton a présenté au public son échantillon folklorique.
L'institution de Sengareng est aussi perçue comme une initiative pour des actions en vue du mieux-être des populations de la Bina. Initiative qui cadre avec la vision du président de la République de faire du Togo une nation émergente à l'horizon 2030, a souligné le représentant du chef de l'État. Dans sa quête permanente du mieux-être de ses concitoyens, le chef de l'État a initié le plan national de développement, PND, un passage obligé vers l'émergence de notre pays. L'ambition du président Faure Essaouzmouna Gnassingbé, à travers le PND, est de faire du Togo une nation économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde. Pour la mise en œuvre du PND, il nous faudra la sécurité et la paix. Paix et sécurité sont des préalables absolument nécessaires à tout développement. J'allais même dire qu'elles constituent le bouillon de culture du développement. Le gouvernement s'emploie chaque jour à nous assurer la sécurité et à mettre tout en œuvre pour que s'affermisse la paix dans notre pays. Nous avons nous aussi notre part à faire. Il nous revient à nous d'être non seulement des artisans de paix, mais aussi les sentinelles de la paix, en dénonçant toute attitude qui lui serait potentiellement attentatoire. Le thème de la présente édition pour le développement de la Bina, ensemble œuvrons pour la paix, l'inclusion et la solidarité, est révélateur de ce que vous avez bien compris, que la culture est un vecteur de paix et partant un socle de l'émergence de notre pays. Pour cette 33e célébration de Sengareng, certains fils de la Bina ont eu droit à la reconnaissance des populations à travers le comité d'organisation. Des prix leur ont été attribués. Le prix d'honneur et d'excellence a été décerné au ministre d'État chargé des affaires présidentielles, Magnem Solitoki Essor. Sept autres personnes ont reçu des prix d'honneur et de mérite pour les actions en faveur de la préfecture de la Bina. Depuis quelques années, Sengareng est célébré de façon rotative entre les cantons. En se séparant, les filles et fils de la Bina se sont donné rendez-vous à Tetao pour la 34e édition de la fête. Après la fête, cette histoire qui finit mal. Il s'est en effet déjà sauvé à plusieurs reprises, mais pas de chance cette fois. Komi Zondra est abattu en pleine course par la police. Motif de la fuite, comme il venait de voler encore une moto, sa toute dernière. Les faits remontent à seulement hier. Le récit complet, Ulrich Chamégan, Yatar Atem. Cette moto a été volée dans la nuit du 7 au 8 décembre aux environs de 1h30 dans le quartier Adidegome Ségbé. Le propriétaire de cet engin, le nommé Abessi Amevakorsi, conducteur de taxi moto, raconte les faits. J'ai remarqué une fille. On avait discuté de l'amener aller-retour. Et puis elle m'a dit qu'elle viendra changer ses tenues. Et en venant, elle a dit que c'est dans le Cornet et on a viré à peine quelques mètres du goudron. Il y a quelqu'un qui était venu me couper la route avec sa moto et je pensais comment c'est le céder pour qu'il passe, mais non, j'ai vu qu'il y a un autre qui est sorti de ma gauche avec une masse à main et de ma droite une autre qui a coucou à main. C'est là ça m'a fait peur et je me suis descendu sur la moto en même temps. Et bon, ma pensée que je vais chercher, voir si je peux trouver une pierre. Quand je tournais en même temps, et voilà les agents de sécurité qui passaient avec leur véhicule. Et c'est de là j'ai crié que c'est comme ça, on m'a braqué et puis ils nous ont poursuivis en même temps et puis ils ont lutté. Et vraiment, sans ces agents-là, vraiment, ce qui allait passer, vraiment, ça, ce n'était pas amusant. Et en patrouille dans le secteur camp Adidegome Ségbé cette nuit, une équipe du groupe d'intervention de la police nationale alertée
a su quadriller le secteur, a repéré 3 individus qui ont pris la fuite. Aussitôt, le groupe d'intervention de la police nationale a engagé une poursuite contre ces individus. Au cours de leur progression, les malfrats se sont scindés en 2 groupes. Dans cette course-poursuite, le véhicule de police a été accidenté en raison de l'étroitesse de la route. Contraints de continuer leur progression à pied, les agents ont dû faire usage de leurs armes pour stopper le malfrat qui escaladait le mur d'une maison pour s'échapper après avoir abandonné la moto volée. Malheureusement, ce dernier a été atteint mortellement par le coup de feu. La fouille à corps de ce dernier a permis de retrouver un téléphone portable ainsi qu'une carte d'électeur portant l'identité de Zoniran Komi, 40 ans, caroleur ayant demeuré à Sabadou. Il faut signaler que cette intervention s'est également soldée par 2 blessés parmi les éléments de la patrouille suite à l'accident du véhicule. La police nationale tient à rassurer la population togolaise qu'elle veille à lui assurer une meilleure sécurité. En cette période des fêtes de fin d'année, la police nationale saisit l'occasion pour exhorter les populations à la vigilance. En cas de soupçon de tout genre, ces dernières sont appelées à s'adresser au poste de police le plus proche. Enfin, sur la route de l'Espérance, je vous l'annonçais également en titre, ils étaient nombreux encore hier au pèlerinage, 22e pèlerinage diocésain à Covier dans le Zio, à la rencontre de leur Dieu. Les chrétiens catholiques ont prié ensemble, messe officiée par Monseigneur Denis Amouzou Djakpa, pour qui c'est le dernier pèlerinage dans ses habits d'archevêque. Le récit, Augustin Kossi. Au pied de Notre-Dame des Douleurs de Covier, des pèlerins accroupis pour des exercices de piété. C'est le 22e pèlerinage diocésain ici au sanctuaire marial. Une rencontre spirituelle dédiée aux adieux à l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Djakpa, en fin de mission. Merci. Le cœur est un peu serré de voir que notre archevêque va à la retraite, mais il nous a déjà donné un aperçu de ce qui nous attend avec Monseigneur Bariga. L'année prochaine, on souhaiterait bien qu'il soit là. Des témoignages avec Monseigneur Denis Amouzou Djakpa sur ce site, il y en a très nombreux. D'abord, il a insisté à ce que ce soit des rencontres de spiritualité. Pour quand on se rencontre, que ce ne soit pas des moments de fête, des moments de retrouvailles, mais véritables moments de prière. En plus, on a beaucoup travaillé pour l'aménagement de notre sanctuaire. C'est donc le dernier pèlerinage de Denis Amouzou Djakpa en tant qu'archevêque de Lomé. Moment de louange, d'adoration, de prédication et de célébration eucharistique. Et comme chaque année, des milliers de pèlerins venus du Togo et d'autres pays. La communauté camerounaise est fortement représentée. On venait de renouveler le bureau de la communauté. Alors il était de bon ton qu'on vienne dire merci. Merci surtout à Dieu, que sa miséricorde plane sur le Cameroun et le Togo. Nous avons vécu un moment spirituel à travers les enseignements. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Ce pèlerinage a été un pèlerinage très fructueux sur tous les plans. Après être suffisamment nourri de ses grâces, toute la famille chrétienne ici réunie consacre le Togo et ses dirigeants à la protection divine. Puis, une messe pontificale qu'on célébrait. Le pasteur en fin de mission a un message pour ses brebis. Il convient parfaitement que nous rendions une juste et filiale action de grâce au Dieu de toute bonté et bienveillance, qui a manifestement mis son dévolu sur le Togo, notre patrie, et l'ensemble des Togolaises et des Togolais, ses filles et ses filles bien-aimées, que nous sommes tous. Nous sommes le peuple que Dieu conduit de sa main.
Le Seigneur nous invite tout particulièrement à la conversion et nous demande instamment de nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Des paroles de réconfort, comme vous dit au revoir. Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, le septuagénaire, part en retraite. À sa place, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant est nommé nouvel archevêque de Lomé. En attendant le pèlerinage inaugural l'année prochaine, les pèlerins repartent bien revigorés et vivifiés. Et voilà, et c'est en toute piété que se referme ce journal ce soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, et notamment du côté de Covier au Togo et à Bissau en Guinée-Bissau. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée. Connaissez-vous